travaille en anesthésie et en réanimation à l'hôpital Beaujon à Clichy. Alors, le syndrome du compartiment abdominal fait partie de ces, je dirais, pseudo-nouvelles pathologies. En fait, c'est des pathologies qui existaient, qui étaient connues depuis fort longtemps, notamment de certains chirurgiens à l'époque où on réintégrait des hernies abdominales absolument volumineuses. Et puis, l'intervention se passait pas mal. Alors, le chirurgien avait un petit peu du mal à fermer. Et puis, quand même, on ne comprenait pas bien pourquoi, mais 2-3 jours après, le malade arrêtait de pisser, le malade avait besoin de catécholamine et les malades finissaient par décéder. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème quand il y avait commencé, ça devait avoir un lien avec le fait qu'il y avait trop de pression dans l'abdomen. Et puis ça a été remis au goût du jour depuis 10-15 ans, avec notamment maintenant carrément la création d'une société internationale du compartiment abdominal. Donc c'est pour vous dire si c'est intéressant. Et avec un certain nombre de choses sur lesquelles on a un petit peu progressé, puis on verra qu'il reste un peu de travail. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette intervention. Et juste pour commencer, quelques définitions. Donc on parle d'abréviation que vous retrouverez dans le topo. On parle de pression intra-abdominale sous l'acronyme PIA, d'hypertension intra-abdominale, et pour finir, du syndrome du compartiment abdominal, et on verra que ces termes ont leur importance. Alors, la définition, pour faire simple et pour commencer, la cavité abdominale, c'est une cavité qui est fermée, donc par définition, il règne une pression dedans, et comme elle n'est pas en contact avec l'air, ce n'est pas une pression qui peut être égale à celle de la pression atmosphérique. Et on considère que la pression abdominale normale, en tout cas chez des patients de réanimation sans souci, est de l'ordre de 5 à 7 mm de mercure. Et on a décidé qu'on parlerait d'hyperpression intra-abdominale lorsque cette pression intra-abdominale sera mesurée supérieure à 12 mm de mercure sur plusieurs mesures. Alors, ce n'est pas un seuil qui a été décidé de façon un petit peu arbitraire. C'est parce que c'est un seuil au-delà duquel on a quelques études de physiopathologie qui laissent penser que là, il commence à se passer des choses sur l'organisme. Et notamment, vous voyez que sur ce petit schéma, la pression intra-abdominale qui règne donc dans l'abdomen est capable finalement, bien à l'évidence, de retentir sur tous les organes qui sont dans cette cavité abdominale. Ça peut être la fonction rénale, ça peut être la fonction hépatique, ça peut gêner un petit peu quand même la fonction diaphragmatique, donc ça va retentir sur les poumons, ça peut gêner et la fonction rénale et la fonction excrétrice urinaire également. Pour continuer sur nos définitions, la définition du syndrome du compartiment abdominal, et là aussi, c'est lorsqu'il règne dans l'abdomen de façon mesurée à plusieurs reprises, une pression abdominale supérieure à 20 mm de mercure, et que l'on voit apparaître une nouvelle défaillance d'organes pour lequel on n'a pas d'autre étiologie évidente que la survenue de l'existence de cette pression intra-abdominale. Autrement dit, on est sûr que ce n'est pas un choc septique non traité qui démarre, ce n'est pas un choc hémorragique qui démarre, c'est une nouvelle défaillance d'organes qui va venir s'installer, qu'on n'explique pas par autre chose et pour lequel on va mettre en évidence une hyperpression intra-abdominale. Donc cette notion vraiment de syndrome du compartiment, c'est quand il y a l'hyperpression, et on va voir qu'il y a plein de malades qui ont l'hyperpression, mais ils n'ont pas tous le syndrome du compartiment. Pour avoir un syndrome du compartiment, il faut en tout cas y avoir rattaché l'apparition d'une défaillance d'organes. Alors depuis le début, je vous parle de pression, mais l'intra-abdominale, comment on la mesure? A priori, on ne met pas une aiguille directement dans l'abdomen. Encore que les chirurgiens qui font de la célioscopie, s'ils branchaient avant de gonfler, s'ils branchent un cathéter de pression, ils ont en direct cette pression. Mais la méthode, alors il y a 36 000 méthodes qui ont été évoquées, qui ont été possibles, avec des mesures par le biais de la cavité gastrique. Mais la méthode actuellement qui est reconnue et validée, c'est la méthode qui consiste à mesurer la pression qui règne dans la vessie lors d'une épreuve très standardisée de pseudo-remplissage entre guillemets de la vessie. Il est dit et il est reconnu que lorsqu'on parle de pression intravésicale, pour mesurer la pression intra-abdominale, on l'exprime en millimètres de mercure. Ça se mesure en fin d'expiration sur un patient allongé à plat. Donc tous ces items comptent sur un patient allongé à plat. En posant, c'est une mesure de pression, donc il faut un niveau de 0. Donc en posant le niveau de 0 à la hauteur de la ligne mi-axillaire.
Et on le fait. Alors, on a beaucoup tâtonné sur la quantité de volume qu'il fallait injecter. Il y a une époque où on disait qu'il fallait injecter 100 ml, il y a une époque où on disait 50. Et là, les choses se sont à peu près standardisées autour de l'injection d'une quantité de 25 millilitres en général de sérum salé isotonique sur ces techniques qui utilisent la sonde urinaire. Autrement dit, je pense que vous avez tous eu l'occasion déjà de faire ces mesures. Sur les patients qui sont sondés, qui sont en système clos, on met un petit cathéter dont on enlève évidemment l'aiguille, on pique le petit système de ponction du collecteur de la sonde urinaire et on rattache à cet endroit-là, on rattache une tête de pression d'une part, qui va nous servir à mesurer le niveau de pression intravésicale, et un système qui va permettre d'injecter les 25 millilitres. L'autre point important, c'est que quand on ne mesure pas tout de suite au moment où on injecte, on attend une phase de stabilisation, et on dit qu'en gros, globalement, d'1 minute, qui est une phase de stabilisation après l'instillation de ce sérum Phi, pour éviter effectivement d'enregistrer des contractions et des niveaux de pression qui seraient en rapport avec le muscle de la vessie qui serait en train d'être trop contracté. Donc on mesure ça lors d'une phase de stabilisation au moins 1 minute après l'instillation. Là-dessus, les gens sont à peu près d'accord. Alors pourquoi on s'y intéresse? Pourquoi ça pose des problèmes? En fait, ça pose pas mal de problèmes parce que quand il règne trop de pression dans la cavité intra-abdominale, eh bien, ça comprime un certain nombre de vaisseaux, et en particulier les vaisseaux dans lesquels il ne règne pas des pressions extrêmement élevées, en particulier tout le système veineux, qui est un système à basse pression, comme vous le savez. Donc, quand vous avez des pressions supérieures à 12, supérieures à 15, a fortiori supérieures à 20, vous êtes au-dessus de la pression qui règne de façon normale dans le système veineux. Ça va donc globalement empêcher le retour veineux, puisque cette espèce d'obstacle au niveau intra-abdominal va faire que la veine cave ne va pas pouvoir déverser son flux au niveau du cœur. Ça va faire aussi que globalement, les organes vont progressivement subir de la congestion, puisqu'il y a un défaut à la sortie du flux vasculaire. Qui dit congestion et défaut de drainage, dit œdème tissulaire, et dit un cercle vicieux qui va s'installer, qui dit altération aussi du drainage lymphatique, parce que le drainage lymphatique est lui aussi un système de drainage à basse pression, qui est aussi impacté par l'augmentation de la pression dans l'abdomen. Et donc l'altération du drainage lymphatique à laquelle s'ajoute l'hyperperméabilité capillaire. Là, on est dans une situation de souffrance des organes. Et lorsqu'il y a souffrance des organes, en général, il y a réaction inflammatoire. Qui dit réaction inflammatoire dit cascade de cytokines pro-inflammatoires diverses et variées. Et ces cytokines ne restent pas sur le site, elles vont commencer à se déverser par voie systémique et être responsables d'un retentissement totalement systémique de cette atteinte, alors qu'au départ, on n'avait qu'un problème de pression un peu trop élevée dans l'abdomen. Et donc, si au final, donc avec l'œdème tissulaire, la compression tissulaire va encore s'aggraver, et on rentre dans un espèce de cercle vicieux où progressivement les organes vont gonfler, progressivement, vont augmenter de volume au sein d'une cavité qui reste toujours close, qui est la cavité abdominale, et l'hyperpression intra-abdominale qui s'installe et qui ne fait que croître et embellir. Tous les organes sont touchés par cette hyperpression intra-abdominale et pour arriver éventuellement à un degré d'altération qui va permettre de parler de défaillance d'organes. Dans l'abdomen, les organes sont touchés et notamment la fonction, par exemple la fonction de la barrière intestinale, le tube digestif souffre dans ces situations-là. Le poumon souffre également, on va détailler ça un petit peu. Le cerveau est susceptible d'avoir un retentissement de cette hyperpression intra-abdominale, la fonction rénale et la fonction cardiaque également, et en tout cas l'hémodynamique au sens large des patients est altérée. Au niveau rénal, eh bien, le fait d'avoir trop de pression dans la cavité abdominale gêne le flux sanguin rénal. On assiste à une augmentation de la pression veineuse rénale, un rein qui va être mal drainé au niveau vasculaire, et ceci se traduit par une diminution de la filtration glomérulaire, et en pratique, progressivement, c'est des patients chez qui va s'installer une oligoanurie progressive au fil de l'augmentation de la pression au niveau intra-abdominal. Et puis parfois, quand la pression est vraiment extrêmement élevée et quand le tuyau est vide, entre guillemets, on a carrément des systèmes où il s'ajoute une part obstructive avec une compression des uretères.
Les conséquences respiratoires de cette hyperpression, eh bien, quand vous avez un compartiment qui est hyper gonflé, qui contient une pression et qui va essayer juste, en général, ça se traduit par une augmentation du volume de ce compartiment. L'interface entre le compartiment abdominal et le compartiment thoracique, le diaphragme se retrouve repoussé, se retrouve aplati, il est dans des conséquences qui font qu'il ne fonctionne pas très bien. Donc de dysfonction diaphragmatique. Ça veut dire aussi que les mouvements respiratoires ne se font pas aussi bien qu'ils devraient se faire. Donc se constituent des atélectasies des bases qui vont gêner l'oxygénation. On est dans un système où je vous ai dit qu'il y avait de l'inflammation et de l'inflammation systémique. Qui dit inflammation commence à dire aussi apparition d'œdème alvéolaire et notamment d'augmentation de la fuite capillaire au niveau pulmonaire. Et tout ça ayant été démontré, je vous fais grâce bien sûr de toutes les études. Et puis, il y a un peu plus d'œdème au niveau du poumon et malheureusement sont aussi atteints les systèmes qui sont faits pour d'habitude essayer d'être responsables de la clairance pulmonaire de l'œdème. Et puis, ce qu'on voit, ça on ne le voit pas, mais ce qu'on voit bien macroscopiquement, c'est que quand c'est des patients ventilés, un malade qui a une hyperpression intra-abdominale a forcément et a fortiori un syndrome du compartiment, et bien quand on enregistre ces pressions, et en partie ces pressions dans les voies aériennes, on voit que les pressions dans les voies aériennes vont augmenter directement en rapport avec l'augmentation de la pression intra-abdominale. Il y a des conséquences hémodynamiques. Tout à l'heure, je vous ai dit la veine cave passe à cet endroit-là, elle se retrouve un petit peu coincée, pour faire simple, parce que par cette pression, donc moins de sang qui revient au cœur, donc une diminution du débit cardiaque par une baisse du retour veineux. Souvent, on s'y associe des altérations de la contractilité cardiaque. Et puis, s'y associe aussi une augmentation de la post-charge, puisque finalement, pour le cœur se retrouve en difficulté pour éjecter le volume contenu dans le ventricule gauche, puisqu'il y a de la pression en amont. Donc, c'est difficile pour le cœur de fonctionner. Il ne se remplit pas bien d'un côté. Et en plus, il est gêné à l'éjection du volume qu'il a péniblement réussi à récupérer. Il y a des conséquences digestives, puisque finalement le tube digestif et le foie en particulier sont atteints. Il y a une baisse de la pression de perfusion. Qui dit baisse de la pression de perfusion dit ischémie à bas bruit, dit acidose tissulaire, dit œdème, dit de nouveau augmentation de la taille des viscères, dit mauvais fonctionnement des viscères, donc dit iléus, qui dit iléus dit re-augmentation de la taille des viscères, et dit majoration et en permanence ce cercle vicieux de l'augmentation de la pression intra-abdominale. Et puis, ça, c'est quand on laisse faire. Mais quand on essaye d'intervenir, parfois aussi, on est susceptible, en essayant de traiter la défaillance hémodynamique, en considérant que c'est malade dans une part d'hypovolémie, lorsqu'on va essayer de corriger cette hypovolémie avec du remplissage, eh bien, si ce remplissage n'est pas tout à fait correctement titré ou dépasse un peu ses objectifs, en amenant en particulier de l'eau et du sel, ce qui est la méthode la plus habituelle pour remplir les malades, eh bien, on se retrouve avec une augmentation de l'œdème, tissulaire intestinal, et qui va de nouveau être responsable d'une altération du flux lymphatique, d'une baisse du flux veineux, donc des œdèmes qui vont être responsables d'une augmentation de la taille de toutes les viscères, d'où une augmentation de la pression intra-abdominale, d'où on réaggrave encore la baisse du retour veineux, et d'où le débit cardiaque baisse encore. D'accord ? Donc, non seulement on a une physiopathologie initiale qui est compliquée, mais en plus, lorsqu'on veut essayer de traiter une partie des anomalies liées à ce syndrome, on risque, si on ne titre pas correctement et si on dépasse un peu nos bornes, eh bien, de se retrouver avec une aggravation de la situation. Donc, c'est une pathologie un petit peu compliquée, ce d'autant que, finalement, il y a des tonnes de facteurs de risque d'augmentation de cette pression intra-abdominale. Toutes les fois où la compliance abdominale, c'est-à-dire la souplesse de la paroi abdominale est altérée, eh bien, la pression peut monter. C'est le cas dans l'obésité, c'est le cas dans la grossesse. Dans la grossesse, on considère que l'hyperpression est physiologique, je vous rassure, ça ne se traite pas. Ensuite, c'est tout ce qu'on observe aussi en cas de ventilation mécanique, c'est ce qu'on observe dans certains cas avec certains niveaux de PEP, c'est ce qu'on observe par exemple quand en chirurgie, en célioscopie, sur certaines situations de pneumopéritoine. C'est ce qu'on observe en chirurgie abdominale quand tout de suite dans les suites post-opératoires immédiates de la chirurgie, la paroi a été refermée complètement, mais la paroi est devenue rigide, donc elle a perdu de la souplesse. Ça peut s'observer en cas en décubitus ventral. Ça s'observe aussi en cas de saignement abdominal pariétal et la liste n'est pas exclusive. Deuxième circonstance d'augmentation de la pression, c'est quand le contenu de la boîte augmente de taille.
Ça augmente de taille parce que, par exemple, l'estomac se dilate, la gastroparésie, la distension gastrique. Ça augmente de taille parce que le tube digestif ne fonctionne pas dans les tableaux d'occlusion, d'iléus, de volvulus. Ça augmente de taille quand le contenu de l'abdomen, qui est censé ne pas avoir de liquide intrapéritonéal, eh bien, on se retrouve avec un hémopéritoine, un hématome intrapéritonéal. C'est le cas aussi quand on se retrouve avec de l'acide. Et actuellement, c'est probablement une des choses qui a évolué pas mal dans la prise en charge, notamment des cirrhotiques, sur la place de cet acide tendu et qui est responsable probablement pour partie de la dégradation de la fonction rénale qu'on observe chez certains de ces malades. On voit ça en cas de péritonite, de pancréatite et de traumatisme abdominal majeur, qui était une des circonstances probablement dans laquelle on a le plus étudié ça, en particulier lorsqu'on s'est mis à faire des interventions de damage control sur des grosses chirurgies hépatiques, où finalement on ferme avec des champs, on ferme que la peau, donc là on augmente artificiellement le volume contenu dans la cavité abdominale, et on se retrouve dans des situations où on dépasse notre but, parce que certes on a fait arrêter de saigner, mais il y a trop de pression dans l'abdomen. Et puis ça, c'est les deux circonstances que je viens de parler sont assez simples. La troisième circonstance, c'est quand on a des circonstances qui sont, on appelle souvent ça du syndrome du compartiment plutôt secondaire, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé dans l'abdomen. Il n'y a pas de pancréatite, il n'y a pas de péritonite, il n'y a pas de trauma du foie. Mais on est dans cette situation où on a quand même une augmentation du contenu abdominal. Et c'est en particulier ce qu'on peut voir apparaître en cas d'hypothermie dans les suites d'une coagulopathie, en cas de transfusion massive, même sans hémopéritoine, en cas de sepsis sévère, de choc septique à la faveur notamment d'un remplissage massif dans un deuxième temps, ou lorsque les balances hydrosodées sont très positives. Et vous avez déjà vu ces patients bouffis d'œdème et qui se retrouvent effectivement avec une composante d'hyperpression intra-abdominale. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on prend en charge ? Les traitements, ils sont assez logiques puisqu'ils vont dépendre en fait normalement de toutes les causes qu'on vient de voir. On peut essayer d'améliorer la compliance, on peut essayer d'évacuer les collections qu'on a vues dans l'abdomen, on peut essayer de vider un peu le tube digestif si le tube digestif est plein, puis on peut essayer d'optimiser le remplissage et de le titrer correctement. Améliorer la compliance abdominale, eh bien, ça passe sans doute par une sédation et une analgésie correctement menée. Ça ne veut pas dire forcément un RAS-5, mais en tout cas une sédation et une analgésie correctement menée, un patient qui n'est pas douloureux. Et puis, quand ça ne suffit pas, ça peut passer par de la curarisation, éventuellement. Alors, plutôt en bolus pour tester si ça marche. Souvent, ça permet de gagner 1 ou 2 points et de passer parfois un cap. Mais c'est des techniques qu'on ne peut pas laisser, évidemment, et qui sont des techniques ponctuelles. Évacuer le contenu intraluminal, ça peut être mettre une sonde gastrique en aspiration. Dans certaines situations, une sonde rectale. Parfois, utiliser prokinétique. Évacuer les collections, c'est ponctionner et vider une acide. C'est drainer un hématome qui serait très volumineux, voire laisser des drainages, d'épanchements intrapéritonéaux. L'optimisation hémodynamique, j'en ai un petit peu parlé. Et puis, pour le dernier point, il y a des gens qui pensent que tous ces gens qui sont en balance hydrosodée tellement positive, qu'ils ont de l'œdème viscéral, qu'ils ont plein de conséquences, ils pourraient peut-être être pas mal. En tout cas, évoquent la possibilité de les mettre sous diurétique, d'utiliser des solutés hypertoniques pour essayer de pomper un petit peu de volume dans le système circulant, voire certains qui proposent carrément de les mettre en hémofiltration pour essayer de mieux contrôler cette balance hydrosodée. Alors, il y a la fameuse société du compartiment abdominal a proposé un certain nombre d'algorithmes de prise en charge. Ils avaient sorti des guidelines en 2007 qu'ils ont réédités en 2013. Et on a un certain nombre de guidelines qui essayent effectivement de reprendre les points dont je viens de parler, évacuer le contenu intra-abdominal, améliorer la compliance. Alors, tout ça est détaillé là et je ne vais pas le reprendre, mais sur le point qui m'intéresse, c'est que quand vous regardez, vous savez, quand on fait des recommandations, on essaye de les faire sur une base de données existantes, de données un petit peu prouvées, qui ont été montrées, qui amélioreraient le devenir des malades. Et une des caractéristiques de ces consensus sur tout ce qui concerne le syndrome du compartiment, c'est qu'il n'y a quand même pas de grande data pour faire des recours, mais qu'on en fait quand même. Mais voilà. Par ailleurs, c'est comme ça. En tout cas, ce sont des guides et vous voyez que les niveaux de preuve sont extrêmement faibles. Et puis quand tout ça ne marche pas, et qu'on a vraiment l'impression et la conviction que vraiment le souci est autour de ce syndrome du compartiment, c'est là qu'on va discuter de la décompression chirurgicale, puisqu'on a essayé de vider par tous les moyens cette cavité, enlever du volume, on n'y arrive pas, la pression reste extrêmement élevée, le malade va mal, a de la défaillance rénale, du SDRA, de la défaillance hémodynamique. C'est là qu'on essaye de discuter un petit peu
de la place, de la décompression, de la laparotomie de décompression. C'est pas très compliqué. On ouvre la paroi et quand il y a un vrai syndrome du compartiment, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir ça au bloc opératoire, vous voyez très clairement l'issue de l'intestin grêle. Quand tout va bien, vous êtes très content parce que le malade se remet à uriner, parfois en péropératoire, mais une fois sur deux, ça ne marche pas. Alors, du coup, comme on n'est pas très sûr de ce qu'il faut faire pour traiter, en tout cas, ce qui est probablement important, et c'est un des messages, c'est qu'on peut essayer d'éviter la survenue de ce syndrome de compartiment et donc essayer de limiter l'augmentation de la pression intra-abdominale. Pour essayer de limiter cette augmentation, il faut commencer à avoir l'habitude déjà de la monitorer et de savoir un peu sur tous ces patients qui sont à risque, est-ce que oui ou non il y a une hyperpression, est-ce que oui ou non elle est en train de s'aggraver, puisqu'on ne traite bien que ce qu'on a vu. Et donc probablement avec des techniques de remplissage un peu raisonnées, de gestion un peu plus appropriée du choc hémorragique, il y a sans doute des choses qu'on peut éviter. Alors je vous ai dit, il y a des recommandations, je vais terminer là-dessus. Donc we recommend, ce qui signifie qu'ils sont formels sur leur niveau et la possibilité de faire des recommandations. Donc il faut mesurer la pression intra-abdominale, il faut utiliser probablement la mesure de pression intravésicale. Il faut probablement, oui, on recommande de faire une laparotomie décompressive chez les patients qui ne répondent pas aux autres traitements. Un traitement step by step, très bien. Il y a des situations où ils suggèrent. Et tout ce que je vous ai montré sur les diurétiques, sur les sondes, tout ça, ont un niveau de preuve tellement bas dans la littérature que la seule chose qu'ils puissent faire, c'est des suggestions. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, peut-être que si l'estomac, c'est pas débile, hein, mais peut-être que si l'estomac est très gonflé, si on l'aspire, c'est toujours ça qu'on a gagné. Bon, effectivement, est-ce qu'il faut mettre des diurétiques? Est-ce qu'il faut mettre de l'hémofiltration, faire perdre du poids? Peut-être, mais en tout cas, c'est pas évalué. Et puis, alors, il y a plein de fois où carrément, ils sont... typiquement, c'est sur les diurétiques. On ne peut pas faire de recommandations. Donc, vous voyez apparaître les diurétiques dans les possibilités thérapeutiques, mais clairement, on ne peut pas faire, on n'a pas de données pour dire ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est une maladie en tout cas qu'il faut commencer, je pense, probablement à en être averti. Il y a des tonnes de circonstances favorisantes qui font qu'effectivement la mesure de la pression intra-abdominale via la pression intravésicale probablement devrait devenir beaucoup plus routinière, au moins pour vérifier ce qu'on fait et puis ne pas laisser s'installer un syndrome du compartiment. Et après, une fois qu'il est là, effectivement, ça reste un peu compliqué. Je vais conclure avec ça, qui est la conclusion de la conférence de consensus, qui disent que l'hyperpression, c'est fréquent, c'est associé à un mauvais pronostic, mais que globalement, pour dire exactement comment on va traiter, on est un petit peu embêté parce que la qualité globale des données est faible et donc il est urgent de pouvoir disposer d'essais thérapeutiques. Je vous remercie de votre attention.